magnifique arène de course landaise dans la lumière du matin à Haut-Bagnan. Et j'ai la sénatrice PS Monique Lubin qui m'attend là-bas pour me montrer son beau département et un peu de cet art de vivre à la landaise qui est présent partout ici. Je le sens déjà. Bonjour Madame la sénatrice. Bonjour Vincent. Merci de m'accueillir chez vous, dans votre commune, Haut-Bagnan. Merci de vous intéresser à mon département et à ma commune. Je dis votre commune parce que vous y avez passé du temps, ici au conseil municipal et comme maire. J'ai fait 3 mandats en fait de conseillère municipale, dont 10 années en tant que maire de la commune. Vous êtes vraiment ici chez vous et c'est sous votre mandature qu'a été faite cette arène? Oui, il y a maintenant 20 ans et elle a été construite exclusivement par des gens du village, par des bénévoles. Ah oui? Qui se sont relayés pendant toute une année. Et du coup, quand vous êtes monté d'ici au Sénat, vous n'avez pas été trop dépaysé, c'est un peu la même configuration avec les gradins et la scène au milieu. Le Sénat est un tout petit peu plus doré, oui, confortable aussi un tout petit peu plus. On peut y mener des débats assez rudes, mais pas aussi dangereux quand même que le sport qui est pratiqué dans cette arène. C'est une région des Landes bien particulière ici. Il est extrêmement divers ce département, c'est ce qui en fait sa richesse et sa beauté d'ailleurs. Il y a effectivement ce que nous appelons la Haute-Lande, avec ses forêts de pins absolument extraordinaires. Il y a bien évidemment nos plages landaises qui sont connues dans le monde entier. C'est un département très vaste. Vous avez travaillé avec Henri Emmanuelli, on va dire une des fortes têtes du Parti socialiste d'il y a quelques décennies, qui nous a quittés il y a 5 ans. Oui. Mais on sent qu'il est extrêmement présent encore dans ce département. Oui. Alors j'ai été élue avec Henri Emmanuelli parce que je suis toujours conseillère départementale. C'est une chance parce que c'était une carrure. C'était à tous les sens du terme. Il est resté fidèle à ses idéaux. Et je crois que les citoyens, ils aiment bien les gens qui sont fidèles à leurs idéaux. C'est peut-être ce dont on manque aujourd'hui. Il a apporté énormément de choses à ce département. Et les Landais, même ceux qui ne partageaient pas ses opinions politiques, lui ont toujours été extrêmement fidèles. Vous avez, grosso modo, une journée qu'on va passer ensemble pour faire de moi, qui ne le suis pas encore, et de tous ceux qui nous regardent, des Landais convaincus. Ouais. Vous relevez le challenge? Oui, je relève le challenge avec plaisir. Alors on y va, on part en visite. Très bien. Je vous suis. Donc là, on va chez Nicolas Duluc, dont l'exploitation porte un très joli nom, j'aime beaucoup, les Jardins de la Jeunesse. Ah, voilà. Donc Nicolas, il s'est installé maintenant une dizaine d'années et il fait notamment du maraîchage bio qu'il vend directement à la ferme. Un maraîcher, un grand gaillard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous recevoir. Les tunnels, c'est une manière douce d'avancer un peu la saison, de chauffer un petit peu vos plants, non? Exactement, ça nous sert en fait tout simplement à faire du légume primeur pour cette saison, pour le printemps. L'hiver, ça nous permet d'avoir des salades. Ça nous permet en fait d'avoir tout le temps du légume à proposer aux clients. Et pourquoi vous vouliez être maraîcher? Je fais le jardin depuis que je suis tout petit avec ma grand-mère. Elle m'a toujours donné le goût de faire du jardinage. Ici, enfin dans le village, dans la région? Ma grand-mère habitait cette maison. D'accord. Donc en tant que bon Landais, mon premier jardin, ça a été avec du maïs. J'avais 7 ou 8 ans. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de légumes avec ma grand-mère. Combien d'hectares ici alors? Donc j'ai démarré avec 1,5 hectare. J'ai démarré avec 4 serres. Aujourd'hui, il y en a 8. Et avec une taille d'exploitation comme la vôtre, est-ce que vous vivez correctement? J'en vis correctement, c'est pas l'Amérique. Je pense que si on ramène au taux horaire, je suis au SMIC, mais comme je fais plus de 35 heures, je gagne un peu plus du SMIC. Voilà. J'arrive à en vivre parce qu'il y a du maraîchage, il y a de la céréale. J'ai un emploi à temps plein. D'accord. J'ai de la main-d'œuvre familiale. Voilà. Je ne serais pas où j'en suis si mes parents ne m'avaient pas aidé. Je crois que c'est un métier dans lequel il faut beaucoup de passion quand même, parce que je pense que c'est difficile, d'autant plus en maraîchage bio. Tout ce que j'écoule en vente directe aujourd'hui, mon prix, je le base, je vais regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Je suis des fois au même prix que le raisonné, un petit peu au-dessus, mais je ne peux pas être beaucoup plus cher. Ici, on est dans un milieu rural, ouvrier, il n'y a pas un fort pouvoir d'achat. Je suis vraiment à la limite, et c'est pour ça que le maraîchage bio aujourd'hui, je ne le développerai pas d'un mètre carré.
Voilà. Ah oui. Non, non. C'est trop dur et on vend pas le légume au prix où il faudrait le vendre. Le légume est boudé aujourd'hui, alors il suffit que dans les médias on entende parler que cette année les fruits et légumes vont être chers, alors les gens ils arrêtent d'en consommer. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le petit maraîchage est condamné et que d'ici quelques années, on n'aura plus que des grandes exploitations maraîchères avec des robots? Je sais pas, peut-être que ça ne changera pas la qualité du légume. Nicolas, je vois là, derrière vous, une serre avec des patates nouvelles, hein, j'imagine, de la saison. Oui, c'est les premières. Ah, vous m'aidez un peu. Hein, oui, oui. On va les vendre demain ici sur la vente directe, samedi matin au marché. Toi, je vais te cuisiner, je vais te manger, je vais t'aimer. Premières tomates qui vont arriver fin juin, début juillet. Et alors là, elles seront prêtes quand, les courgettes? Oh, mais ça y est, les premières, on peut commencer à en ramasser déjà. Mais moi, ce qui me ferait plaisir, Nicolas, ça serait d'offrir une fleur à Madame la sénatrice. Il y en a une ici. Voilà, comme ça, on gagnera le cœur de Monique. J'avoue qu'on ne m'a jamais offert une fleur de courgette, mais j'apprécie parce que c'est la fleur de courgette des jardins de la jeunesse. Alors ici, nous arrivons chez Vincent Laborde, qui est producteur de canard gras au Tarsic. Bonjour, monsieur Laborde. Vincent? Bonjour Vincent. Oui, Vincent. Et alors, combien vous produisez de canards par an ici? Je produis 4000 à 4500 canards par an à raison de 150 canards par semaine. Oui, c'est ça. La particularité, c'est que c'est une exploitation fermière, donc tout est fait sur place, et l'abattage aussi. Et l'abattage aussi, oui. Je peux les voir? On peut. Mais ils sont où, là? Mais malheureusement, depuis le mois de janvier, il n'y a plus de canetons, et avec l'épisode que l'on connaît de grippe aviaire, voilà. Il y a 0 canard sur l'exploitation? Tout le sud des Landes, il n'y a plus de canards. Les Landes, on va dire, il y a le Tursan aussi, voilà. Donc vous êtes sans activité? On est sans activité, voilà. Bah, c'est pas une très bonne surprise que vous m'avez faite, là. C'est dur, quoi. Bien sûr que c'est dur, mais c'est une façon de montrer la réalité aujourd'hui de l'élevage dans une grande partie des Landes. Voilà, ce sont effectivement des bâtiments vides et des horizons vides aussi, parce que quand tout va bien ici, vous savez, notre fierté, c'est d'élever le canard en plein air. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les producteurs de canards n'ont pas de travail et ont un avenir quand même très très sombre. Voilà. Est-ce qu'on peut incriminer les pouvoirs publics et les services vétérinaires de faire ce vide sanitaire? Est-ce qu'on peut dire que c'est injuste? Après, on peut le dire, mais malheureusement, je ne sais pas s'il y a une réalité aussi, la grippe aviaire, elle est là. On est quand même dans un problème mondial, et comme jusqu'à présent, on n'a jamais voulu explorer la piste de la vaccination, on peut peut-être s'apercevoir au bout d'un moment, au bout de la quatrième épisode de grippe aviaire, que peut-être il faut peut-être se mettre à vacciner, ou au moins, tout au moins, essayer cette piste-là. Depuis la première grippe aviaire, les éleveurs, ils ont tous fait beaucoup d'efforts en matière de biosécurité. D'où le désespoir aujourd'hui dans nos campagnes. Parce que comme ils ont fait l'effort, ils n'arrivent plus à s'expliquer comment finalement le virus peut progresser alors qu'on a quand même atteint ce qu'on doit atteindre, me semble-t-il. C'est pas la première fois que ça vous arrive. Combien déjà? 4e épisode de grippe aviaire en 6 ans. Et à chaque fois, vous avez été indemnisé? À chaque fois, on l'a été. Après, plus ou moins long, mais... Et qu'est-ce qui va se passer à Noël prochain? Point d'interrogation. Le problème, c'est qu'ils n'auront pas la matière première. Donc le défi maintenant, c'est aussi de se battre pour que cette indemnisation dite pour pertes économiques dure jusqu'à ce que la filière retrouve un rythme normal. Merci Vincent Laborde. Merci. Je vous souhaite que les canetons arrivent en juin et qu'ici ça caquette partout pendant l'été. C'est gentil, merci. Je suis encore assez frappé, moi, de cet éleveur privé de ses animaux. Ça me retourne. Et où est-ce qu'on va, là? Ici, on va forcément se retrouver dans une ambiance très différente puisque nous sommes dans un collège qui a été labellisé EcoCert. Ouais. C'est une volonté du département des Landes. On a fait tout un travail là autour. Nous n'avons rien externalisé. D'autant que des entreprises qui fournissent des repas aux collectivités s'installaient dans les Landes. Le département représentait un marché intéressant, mais nous n'avons pas cédé à cette facilité. C'est ce qu'on va voir ici, alors. Voilà, c'est ce que vous allez voir ici. Mais ça sent bon déjà.
bonjour. Bonjour madame. C'est Patrice, c'est ça? C'est ça, oui. Vincent. Alors, ça y est, j'ai repéré le poulet, madame la sénatrice. Oh, mais ils ont de la chance ici, hein. Déjà, moi, c'est l'odeur qui m'a marqué. C'est une odeur de cuisine de grand-mère. Vous avez trouvé du poulet jaune? Oui, il ne vient pas de la Chalosse, il vient on va dire, aux confins du département des Landes vers le Lot-et-Garonne. Alors, j'ai repéré tout de suite en arrivant le label bio, hein, que vous affichez fièrement, et le certificat EcoCert 2. Ça, c'est important pour vous, hein. Ça guide votre cuisine, en fait. Hein. Oui, après, moi, je vais vous dire, je suis un peu égoïste. Je mange à la cantine tous les jours. Donc, j'ai envie de manger ce que je mange à la maison. C'est pas compliqué. C'est bien ça, hein? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que le collège de Montfort est un collège pilote, hein. Il est à l'image de ce que nous voulons essayer de faire dans tout le département. Alors je dis nous parce que j'ai aussi une casquette de conseillère départementale et c'est une volonté politique très forte dans ce département. Vous êtes combien en cuisine ici? On démarre à 3 et après on est 4. Pour combien d'élèves servis? Alors quand on est à plein, on fait 650 couverts. Patrice, autorisation de monter à bord de la cuisine, vous me montrez? On y va. Par contre, c'est en nettoyage, on a fini, c'est le début du service. Ah, pas de problème, mais je voulais voir un peu le cadre. Allez, je vous en prie. Suivez-moi. Là, on a le buffet d'entrée. Donc la cuisine. Et évidemment, tiens, du maïs obligatoire, hein, dans les Landes. Il n'y a pas que les poulets qu'on mange. Hein. Les petits poulets aussi, nos petits poulets à l'école. On donne plus au poulet, on mange le maïs dans le poulet. Bah oui, d'ailleurs, la belle couleur jaune du poulet. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Elle vient de là, voilà. Bonjour mesdames. Si je calcule bien, chaque cuisinier, en gros, si on fait un mauvais découpage, fait 150 couverts. Oui. Ah bah dites donc, vous optimisez drôlement. Hein. Je pense qu'on est dans la moyenne normale. Oui. À combien se facturer aux familles des collégiens? Alors c'est 2,70 €. Pour tous les collégiens. Pour tous les collégiens. Tous les collégiens des Landes paient le même tarif, 2,70 €. D'accord. Ah ça c'est départemental. C'est départemental puisque les collèges sont de la compétence du conseil départemental. Et donc le conseil départemental finance absolument tout et a décidé depuis déjà 5-6 ans que le tarif serait uniformisé. Ce n'était pas le cas avant. Au-delà de notre volonté de ne pas externaliser, il y a aussi une volonté en plus de faire du bon et du local. Ça n'est pas parce que nous sommes en zone rurale et dans un pays de cocagne que nous n'avons pas des familles en difficulté. Nous en avons comme partout. Et ici, voilà, il y a un repas qui est un repas complet, équilibré et de qualité. C'est quand même extraordinaire. Bonjour, bonjour. Une petite pomme, une petite orange, un petit kiwi, un petit fruit pour la santé. Ah, le kiwi de l'Adour, bien sûr. Ça va, c'est bon? On peut se mettre là? Ça vous ennuie pas les filles? Il y en a une qui a dit non, madame la sénatrice. Eh ben tant pis, hein. Tant pis. J'ai l'impression d'être à la maison avec mes 4 filles et les copines. 4 filles? Ouais, ah oui. J'ai bien travaillé pour la nation. 4 filles. Je suis éleveur, moi aussi. Bien là, bien. Alors, Emmanuel Laroudet, éleveur de, si je ne m'abuse, blonde d'Aquitaine. Exactement. Qu'est-ce que demande le cahier des charges aux éleveurs en bœuf de Chalosse? Alors, un bœuf de Chalosse, c'est une autonomie alimentaire à 80%. Ouais. Donc, nous, on le voit. Hein. On respecte largement. C'est un bien-être animal qui soit respecté. Donc, on a un système qui s'appelle Boviwell. Donc, on a un technicien qui passe et qui contrôle les mètres carrés par vache dans les bâtiments, les points d'abreuvement. Et il faut qu'on soit au niveau supérieur ou excellent pour être en label rouge du bœuf de Chalosse. Il y a plusieurs niveaux, mais nous, il faut qu'on soit en supérieur ou excellent. D'accord. Ça casse un certain nombre de préjugés. De préjugés et parfois de campagnes un peu délétères qui sont menées contre les éleveurs français dans leur ensemble. Ils se servent de petits on va dire, éleveurs qui sont un peu débordés. Des brebis galeuses. Des brebis galeuses pour en faire des généralités, alors que c'est pas ça. L'élevage allaitant français est l'un des meilleurs au monde. Est-ce que l'appellation vous aide à valoriser votre travail? Est-ce que ça se vend assez cher, le bœuf de Chalosse?
Nous, on aimerait toujours vendre un peu plus cher parce que un label rouge, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de contraintes sur l'alimentation, donc c'est non OGM bien sûr, donc des coûts supplémentaires. Et aussi de la surface, donc du foncier, énormément de charges. Énormément de charges. Donc on espère que la loi Ecalim va nous remettre un peu de revenus sur nos exploitations parce qu'il nous en manque quand même. Ah bon? Oui. Combien ça se vend aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on est à 5,85 pour du chalos. Ouais, 5,85 €. Ouais. Si on arrivait à 6,20 €, 6,30 €. Ah, ça se joue à 30-40 centimes? Ouais. Ça peut tout changer pour vous? Ça peut changer, oui. Ça peut passer de 1 000 € de revenus à 1 800 € de revenus. Ah ouais. La loi Egalim, c'est une loi qui a été faite pour que les producteurs, quels qu'ils soient, puissent se vendre à juste prix. Voilà, parce qu'on est la seule production en France, le seul métier où c'est nous qui ne décidons pas notre prix de vente. Ouais. Ce sont les acheteurs qui décident notre prix. C'est le marché, quoi. C'est le marché, en fait, quoi. hein, Voilà, c'est le bien marché. sûr. Cela dit, le bœuf de Chalosse, lui, il est vendu uniquement par les artisans bouchers. Ouais. Hein, il ne part pas en distribution. Non, notre bœuf Chalosse, c'est exclusivement vendu en boucherie traditionnelle. Bon, et ça, c'est plutôt bien, non? Oui, ça c'est plutôt bien, hein, tout à fait. Parce que ça valorise les deux professions, celle d'éleveur respectueux et celle de boucher artisan. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Emmanuel, il n'y a que 40 centimes du kilo qui vous séparent du bonheur, là, dans vos champs, avec vos bêtes? Tout à fait, tout à fait. Si je vendais mes vaches à 6,20, 6,30, ça permettrait d'être plus serein au niveau de mes paiements, d'avoir un salaire correct, comme tout bon Français qui travaille, et d'être encore plus heureux que je le suis aujourd'hui. Alors on est ici à Cap-Breton sur la jetée, cette jetée qui est le lieu emblématique de ce port, le seul port de pêche du département des Landes. C'est, je vois, Vincent Agnès qui m'attend. Bonjour capitaine. Ça va? Comment ça va? Fort bien. Qu'est-ce que vous regardiez là? Non, je regardais la passe de Cap-Breton, là, qui n'est pas très bonne d'ailleurs, qui est complètement ensablée. Et voilà, j'espère. Ça remue quand même là, hein, il y a du vent. Hein. Là on est au descendant, là on appelle le gourgouille, c'est-à-dire cette espèce de marmite à sorcière, là, ça casse dans tous les sens, c'est assez dangereux. Il est assez gros ce bateau là. Ouais, c'est un chalutier qui est à Cap-Breton là. Oui, mais là il est extrêmement près de la digue là. Là il va toucher, là, mais ça y est, là il va taper là, et là il est en train de. Ah, mais... Ouais. Là il a raclé carrément là, il a tapé contre le. L'entrée du port de Cap-Breton, c'est un peu le cauchemar de tous les marins. Hein. Vincent, je suis obligé de vous présenter les excuses de la sénatrice Monique Lubin, qui aurait bien aimé venir vous rendre visite, mais malheureusement les affaires courantes, hein, vous le savez, il y a tellement de choses à faire. Et moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'aller voir Chipiron 3, votre navire. Ah oui, bien avec plaisir. Hein. Il est où? Il est au port de Cap-Breton, au port de pêche. Là-bas? Juste derrière le Chipiron 2. Allez, on y va. Alors, vu la configuration du bateau, hein, une belle décapotable avec un gros moteur, ça veut dire pêche à la journée, quoi. Vous ne faites pas des courses de nuit? Non, on pêche à la journée uniquement. Et quand il fait mauvais, on met un ciré et voilà. En ce moment, qu'est-ce que vous pêchez, Vincent? Eh bien alors en ce moment, on était en arrêt biologique. En quoi? En arrêt biologique, c'est-à-dire que c'est comme une jachère? Ah, c'est exactement, exactement comme une jachère. L'Europe a mis en place une rétribution par navire pour dédommager cette perte de travail, car on a quand même 45 jours obligatoires d'arrêt. 45 jours? 45 jours obligatoires. Est-ce que ça couvre beaucoup d'exploitations et votre... Le problème est le suivant, c'est qu'on va toucher des indemnités, mais quand va-t-on les toucher? Pas avant 4 mois, 5 mois. Donc on fait l'avance, les armements font l'avance. Et l'état de la pêche en France, tout le monde est au courant que ça ne va pas très bien. Hein. En Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, c'est assez catastrophique. Les diminutions de certaines espèces, certes la pêche industrielle y est pour quelque chose. Mais la pêche artisanale et les petites unités,
ne peuvent pas détruire une espèce, c'est absolument impossible. Donc il faut plus, je pense, se pencher sur des problèmes environnementaux que taper sur la pêche qui fait ce qu'elle peut et qui est très très bien gérée par des comités locaux, nationaux, régionaux et par l'Europe qui veille au grain. Vous avez été pendant la plus grande partie de votre temps dentiste et pêcheur. Vous avez déjà pêché des dentis? Et effectivement, oui. C'est le poisson du dentiste, ça. Oui. D'ailleurs, c'est des poissons d'eau chaude qui sont en train de coloniser au même titre que les carangues, qui n'existaient pas ici, qu'on voit maintenant. Il y a eu même des barracudas pris à Cabreton. Ben, je vous souhaite de trouver quelques dentis du dentiste. Merci beaucoup. Merci. Merci. Beau bateau. J'aurais bien poussé en mer si j'avais eu le temps. Enfin, je dis ça, puis après... Je suis moins fier une fois que je suis dessus. Les pastis landais, les premiers de ma vie que je sors d'un four. Merci Stéphanie de m'avoir laissé faire. Stéphanie Siberchico, boulangère ici et... Paysanne du grain au pain, pas boulangère. Oula. Nuance. Ah oui, mais dites donc, vous faites du pain quand même. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi la nuance justement, Stéphanie? La nuance, c'est qu'en fait, on est d'abord paysan ici, donc on cultive. Et l'idée, c'est de valoriser ce qu'on cultive, donc on transforme. Ah, voilà. Comme on devrait le faire d'ailleurs, comme on est paysan, si on veut gagner sa vie. Parce que souvent, on s'aperçoit que quand on vend de la matière première, il manque ce petit plus de la transformation qui permet de valoriser ses produits. Vous, pour les céréales, du coup. Et où est-ce que vous plantez à côté d'ici? Autour de la ferme, il y a 48 hectares qu'on cultive. D'accord. Revenir à une agriculture raisonnée, c'est celle qui va sortir de certains carcans dans lesquels on a voulu enfermer les agriculteurs, les paysans, voilà. Mais vous n'avez pas passé un CAP de boulangère? Non. Vous avez appris comment? J'ai passé un BPREA, du coup, en diplôme agricole, ouais. Voilà, qui était en agriculture biologique avec l'option paysan du grain au pain. Donc dans cette formation, on a appris l'agronomie, la gestion des cultures, la compta, enfin tout ce qu'il faut pour gérer une exploitation. Mais en plus, derrière, on apprend la transfo, donc la meunerie, puisque l'idée c'est d'être autonome et de maîtriser son produit de A à Z. Et derrière... Parce que vous êtes meunière aussi? Ça, c'est le futur. Pour l'instant, je fais que la transformation, mais le futur, la suite, c'est ça, c'est d'avoir aussi l'espace meunerie à la ferme. C'est pas une boulangerie parce que vraiment, j'ai une gamme de produits limitée et puis je le fais que 2 fois par semaine, puisque dans notre rotation, il y a 15 hectares de blé. Et l'idée, c'est de juste valoriser ce qu'on produit, pas de devoir acheter à l'extérieur. Est-ce qu'on peut aller voir? Parce qu'il y a l'espace boutique juste à côté. L'espace boutique juste à côté. Allez, je vous suis. Venez, Monique, on va aller voir ça. Voilà, alors là, c'est l'espace de vente. Ça, c'est l'espace vente, voilà. Ah oui, c'est beau ça. C'est chouette, hein. C'est vraiment vertueux quoi, comme modèle. Hein. Moi, j'ai une question à poser à Stéphanie. Quel est le montant de l'investissement et est-ce que vous avez été aidé, subventionné? Pour le bâtiment, il y a aussi la meunerie, tout le matériel. C'est un projet à 280 000 €. J'ai fait une demande d'aide à la région qui a été accordée, c'est 10 000 €. Et le département, c'est 3 000 €. Ça paye les paniers, quoi. Ça paye pas grand-chose. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait un financement participatif. Oui. Voilà, du coup, pour faire parler un petit peu du projet. Et ça a amené 13 000 €. Voilà. Mais le reste, c'est la banque. Mais le reste, c'est la banque, c'est ça. Ouais. Chacun a sa place et la place, elle est ici pour vous, comme chef d'entreprise. Voilà, de cette belle entreprise. Bien bon, sûr. On va goûter le pain, peut-être. On est copains? Ouais, on est copains. Il manque plus qu'un petit morceau une petite tome de brebis, vous voyez. Ouais. Hein? Ou un morceau de foie gras. C'est Il pas se mal. marierait très bien avec ce pain-là. Je ne sais pas si en France tout finit avec des chansons, mais dans les Landes, tout commence avec du foie gras. Oui, Hein. tout commence Tout à avec fait. du foie. Merci beaucoup, appétit. madame. Merci. Merci. Alors, aujourd'hui, c'était extrêmement dense. Hein. Oui. La Chalosse, c'est un pays de cocagne. On y rencontre beaucoup de productions et beaucoup de producteurs très attachants. Vous êtes européenne, Ah oui, française, oui, landaise. oui. Chalossaise. Dans quel sens ces 4?
j'ai beau être ancrée dans mon terroir et fière de mes racines, je suis d'abord européenne quand même. Voilà. Ensuite ? Parce que je veux m'ouvrir aux autres. Mes engagements politiques, ils sont nés d'une certaine conception de la société, que j'ai de la société, d'une envie de faire évoluer la société, d'une conscience forte du milieu dans lequel j'ai évolué, et du fait que le savoir et la richesse ne se partagent pas. Enfin, ceux qui l'ont ne le partagent pas si facilement que ça. Si on ne va pas un peu leur forcer la main. Moi, je veux spolier personne, hein, et je veux couper aucune tête. Je veux que tout le monde ait les mêmes chances d'éducation, et les mêmes chances de démarrer dans la vie, les mêmes chances de se cultiver. Et que tout le monde profite un peu. Et les mêmes chances d'évoluer dans la vie. C'est ça, après la richesse, c'est autre chose. Madame la sénatrice, chère Monique Lubin, merci de m'avoir reçu. Oui. Et merci de cette belle journée dense, mais pleine de sincérité, d'amitié, d'émotion. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Manger c'est beauté, toujours sur Public Sénat. Et ce soir, manger, c'est juste prendre du plaisir.